Ok, donc je vais essayer d'expliquer à nouveau ce qu'on a vu la dernière fois. On était sur le projet BI Excel. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir récupérer les différents fichiers et concevoir un système qui va automatiser notre analyse de données. Donc, quand il y a des fichiers qui sont mis à jour, automatiquement, on va récupérer les informations en question et mettre les chiffres à jour. Et pour ça, j'ai préparé ici quelques fichiers. On avait fait ici un dossier qui contient trois fichiers. Donc, fichier client, fichier produit, fichier région. Ces fichiers-là sont de différentes structures. Donc, on n'a pas les mêmes en-têtes, on n'a pas les mêmes types de données, et ainsi de suite. Donc, ici, l'objectif, ce n'est pas de combiner les trois. L'objectif, c'est de venir récupérer classeur par classeur ici. En sachant que les noms ne vont jamais changer. Si les noms doivent changer, il faut les mettre plutôt dans un dossier où on va se connecter à ce dossier-là pour récupérer la table. C'est un peu comme ça. Donc, ce que je vais faire ici, on a préparé ça et étant donné que ce n'est pas la même structure, on va venir chercher chaque fichier de manière différente. OK? Et on a ici un dossier vente qui va contenir tous les fichiers qu'on appelle les fichiers vente. Donc, quand il y a une vente, je vais venir mettre ici parce que quoi? Il peut y avoir vente 2017, vente 2018, vente 2019 et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, pour ça, je ne maîtrise pas forcément les noms des fichiers. Donc, pour ça, je les mets dans un dossier et je me connecte à ce dossier-là pour récupérer les données qui sont à l'intérieur. Que ce soit un fichier ou 1000 fichiers, je suis capable de récupérer tous ces fichiers et les combiner en un seul tableau pour pouvoir faire mon analyse. Et c'est ce que nous avons fait. Et après, on a prévu ici un fichier vente 2019 qui contient vente 2019. L'objectif, c'est notre témoin. C'est qu'après, je vais récupérer ça et je viendrai mettre ici pour voir si ma requête marche correctement. Et on a créé un fichier là qu'on appelle analyse BI. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. L'objectif ici, c'est ce fichier là qu'on va utiliser pour pouvoir se connecter à ces sources de données là et récupérer les données qui sont à l'intérieur pour pouvoir faire notre reporting. Donc si je l'ouvre, ok, j'ai ça. Et on avait fait déjà un petit reporting, ok, un tableau croisé dynamique rapide. Et si je veux voir si réellement c'est ce classeur-là qu'on a utilisé pour faire notre reporting, je viendrai dans l'onglet données et je vais voir ici requêtes et connexions. Si je clique dessus, on va voir ici toutes les requêtes que j'ai effectuées. Voilà. Donc ici, on a les requêtes que j'ai utilisées. On a la table client qu'on a déjà récupérée. On a la table produit qu'on a déjà récupérée. On a la table région qu'on a récupérée également. Et on a la table vente qui est notre table centrale qui contient les données qu'on doit analyser. Donc tout le reste là, on a dit qu'on appelle ça les tables de dimensions. Donc on appelle ça généralement en entreprise les référentiels. Ce sont les référentiels. Et ici, on a la table principale, la table qu'on appelle en business intelligence, la table des faits. C'est la table où le cœur de l'activité se trouve. Donc, en plus de récupérer les données et les charger dans Power Pivot, récupérer les données dans les différentes sources, on a chargé également ces données-là dans Power Pivot. Et si je viens dans l'onglet Power Pivot et je viens ici dans Gérer, on va voir également que les données-là sont déjà stockées dans Power Pivot. Donc, on a table client qui était client, table produit qui était produit, table région qui était région, et on a ici la table vente qui était vente. Donc voilà en gros les informations dont je dispose et que je dois maintenant les relier dans un cadre normal, comme ce qu'on a l'habitude de faire. On va voir ici parce qu'on n'a pas dans la table ici, on n'a pas le prix unitaire par exemple. On n'a pas le nom du client qui a acheté, on n'a pas le nom du produit qui est acheté. Dans un cadre normal, je vais utiliser directement dans Power Query les recherches V pour pouvoir récupérer les colonnes que je veux venir les mettre ici. Donc je vais partir ici dans client
J'ai récupéré les informations dont j'ai besoin. Il est venu mettre dans la partie vente. Il est venu aussi dans la colonne tes produits. J'ai récupéré les données dont j'ai besoin pour venir mettre ici et ainsi de suite. Mais nous, on ne va plus utiliser cette méthode. C'est pratique, mais on ne va plus utiliser Recherche V. On est en train de concevoir un système où chaque colonne peut rester dans sa table, mais on pourra l'utiliser après pour faire les calculs via donc, ce qu'on appelle la modélisation. Donc, au lieu de vue de données, je passe maintenant en vue de diagramme. Donc, quand il passe en vue de diagramme, ça me permet ici. La dernière fois, on avait déjà fait la modélisation. Donc, on a ici la table produit qui a un lien direct avec la table vente parce que pour vendre, c'est un produit qu'on vend. OK? Donc, le produit en question est identifié ici. Et dans la table produit également, on a l'ID produit et on a l'ID produit ici qui nous a permis de créer une relation entre la table client et la table produit. Donc, on n'a plus besoin de faire recherche V à ce niveau-là. Si j'ai besoin de client, je vais prendre le nom du client, il est déposé, il est venu ici, la quantité il est déposée, ça va me donner un chiffre juste, sans problème. Parce qu'il y a une relation qui existe entre ces différentes tables. OK. Et ce que tu dois retenir aussi, c'est que ce qu'on appelle les tables de dimension, il ne doit pas avoir de doublons dedans. Sinon, ça va faire une relation de plusieurs à plusieurs et ça va se planter. Donc, les tables qu'on appelle les tables de dimension ou encore les référentiels, il ne doit pas avoir de doublons dedans. C'est-à-dire le même produit qui est ici dans la table produit ne doit pas se répéter deux fois avec le même code. Ce n'est pas possible. Et ici, on a également le client. Donc, un client ici, un client doit être unique. On ne doit pas avoir l'ID client, le même client qui se répète deux fois, deux ou trois fois. Ce n'est pas possible. Et quand j'ai fini maintenant, tout ça, on a des relations avec la table vente qui est le cœur du métier et que c'est là que les vrais chiffres vont sortir. Maintenant, on a vu également que cette table-là n'est pas connectée directement à la table principale, mais plutôt à une autre table de dimension. Donc, on passe d'une table de dimension à une table de dimension et une table de dimension à une table de fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle en business intelligence un modèle en flocon. Mais ici, on peut laisser comme ça pour faire. S'il appelle région, je peux afficher les quantités qui ont été achetées par région via la table client. OK? Par contre, on peut aussi éliminer cette table-là. C'est-à-dire, on a ville ici, on a ville là. Donc, moi, je peux aller dans Power Query lui dire que, comme on a ville, on va se baser sur les villes et récupérer les régions qui est là. Et je vais venir mettre ici, comme recherche V. Et là, maintenant, la table qui est là, je peux éliminer. Donc, l'utilisateur va utiliser que ces trois tables-là sans problème. Mais s'il a besoin des informations de région, il pourra retrouver sans problème. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que tu suis? Oui, bien sûr. Tu es là, mais est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Quand on va faire les cas pratiques, D'accord. ça va Donc, faire... on va éliminer cette table-là de notre modèle. Pourquoi? Parce que je peux mettre région qui est là, je peux mettre ça directement ici. Et ça me fait trois tables à manipuler au lieu de quatre tables à manipuler. Voilà. Donc, pour faire ça, je vais fermer ça d'abord. Je vais venir dans Power Query. J'ouvre Power Query. Et je suis ici dans Power Query. Il dit ça fait 21 jours que j'ai actualisé ma requête. Je ne sais pas s'il a raison, mais bon. Et là, le fichier qu'on a là, on a ouvert à partir d'un fichier directement. Celui-là représente notre fichier source. Voilà, celui-là représente le dossier vente. Ici, ça représente le fichier région, le fichier produit, le fichier client. Mais vente qui est là, c'est connecté à un dossier. Donc, tout ce qui est à l'intérieur du dossier, il récupère. Donc, tous les fichiers que tu vas mettre dans vente après, il va récupérer sans problème. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, étant donné que dans notre modèle là-bas, on voit que le client, derrière le client, on a région. Et pourquoi? Parce que les clients, ici, se retrouvent dans une ville.
Et les villes en question se retrouvent aussi dans des régions. Donc, on va envoyer région ici en même temps pour pouvoir éliminer la table région. Donc, je viens dans la table client. Ok, voilà comment on fait recherche V. Donc, si tu veux faire recherche V, même si c'est 10 tables que tu dois les utiliser, tu dois utiliser un à un. Pour ne pas dire une à une. Donc, je me mets dans la table client. Je viens dans l'onglet accueil. Et je vais voir ici combiner. Donc, je vais voir ici fusion des requêtes. Je clique dessus. Là, je n'ai pas créé la copie de la table parce que je vais envoyer toutes les informations ici directement. Et je viens ici, voilà la table client. Quelle table je veux récupérer les informations à l'intérieur, c'est T région. Et dans table client et T région, qu'est-ce que les deux ont en commun? C'est la ville et la ville. Donc ici, il dit 50 lignes sur 50 lignes. C'est-à-dire toutes les villes qui sont dans la table client, il a récupéré la correspondance exacte. OK? Et toutes les lignes auront leur région. C'est ce qu'il appelle 50 sur 50. Donc si c'était 1000 lignes, s'il avait trouvé 900 sur 1000, il allait mettre ici 900 sur 1000. Donc ce qui veut dire qu'il y a d'autres lignes qui n'ont pas trouvé la correspondance. Et une fois c'est comme ça, je vais cliquer maintenant sur OK. Et vous voyez directement la table région, là, il est venu mettre ici. Donc vous voyez table. Donc moi je vais lui dire, ce n'est pas toute la table que je veux. C'est-à-dire, ce n'est pas toutes les colonnes que je veux. Moi je veux juste la région. Donc je vais désactiver ville. Puisque ville qui est là existe déjà dans ce tableau-là. Ici. Voilà. Donc moi, je vais dire que ce que je vais récupérer, c'est uniquement région. Et je vais cliquer sur OK. Donc désormais, j'ai la colonne région qui vient de s'ajouter ici. Ce qui veut dire que la table région qui est là ne me servira plus à grande chose. Mais je ne peux pas supprimer aussi parce que j'ai récupéré les données à l'intérieur pour mettre ici. Si demain l'utilisateur va mettre ici une autre ville avec sa région, ce qui va se passer, c'est que quand je vais venir dans tes clients ici, je pourrai récupérer automatiquement. Donc je vais fermer et charger pour dire que la nouvelle information, il faut faire la mise à jour. Donc tes clients va augmenter en nombre de colonnes. Voilà. Maintenant, je vais dans Power Pivot. Pour aller dans Power Pivot, on vient dans l'onglet Power Pivot. On vient ici Gérer. Et ce que je vais faire est très simple. Étant donné que je n'aurai plus besoin de la table région, donc je vais faire clic droit dessus, sur l'onglet ici. Dès que je suis dans Power Pivot, je vais faire clic droit et je vais masquer. Masquer dans les outils clients. Ça veut dire que quand je serai en train de faire analyse des données avec les tableaux croisés dynamiques là, je ne pourrai pas voir cette table puisque j'ai récupéré déjà les informations essentielles. Donc je vais masquer. Quand je masque, vous voyez que c'est un gris par rapport aux autres. Ok, ce qui veut dire que si je viens dans vue de diagramme qui me permet de faire ma modélisation, vous voyez que la table est grise maintenant. Elle n'est pas blanche comme les autres. Ce qui veut dire que ça, on n'a pas grand chose à faire avec. Donc la relation qui existe même entre les deux, je vais supprimer. Puisqu'on n'aura plus besoin de cette table. Voilà. Les informations dont on a besoin, on a récupéré à recherche V, on a mis ici. Région. Donc, on n'a que 3 tables maintenant à manipuler. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui, c'est bon. D'accord. Une fois c'est OK, moi, je vais maintenant fermer ça puisque c'est fini. Je peux même laisser comme ça et puis faire mes TCD directement, sans problème. Seulement qu'il y a des colonnes qui vont manquer. Par exemple, ici, j'ai la quantité, mais je n'ai pas pris unitaire. Donc, ce qui veut dire que je ne pourrais pas faire, par exemple, ce qu'on appelle une analyse. Je n'ai pas calculé le chiffre d'affaires ici, par exemple. OK? Mais tout ça, on va calculer plutôt avec le langage DAS. Sinon, recherche V, on peut faire directement dans Power Query, comme on peut faire aussi dans ce qu'on appelle dans Power Pivot. Imagine que tu veux faire par exemple par Power Pivot. Donc quand on regarde, je viens dans Power Pivot, je viens dans Gérer et je viens ici dans Vue des diagrammes. Vous voyez là que j'ai ici client, j'ai ici produit. Mais si je veux calculer le chiffre d'affaires,
le prix unitaire qui est là, qui est le prix de vente, je dois venir mettre ici. Pour pouvoir multiplier la quantité par prix unitaire. Logiquement, dans Excel classique, c'est comme ça qu'on doit faire. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, je viens ici. Si je veux, je peux créer une nouvelle colonne comme ça. OK? Je me mets ici. Et je vais dire à Excel que la colonne s'appelle... Il va s'appeler comment? Prix d'achat, par exemple. Prix de vente. Prix PU vente. Voilà. PU vente. OK? Je mets 2 points. Ça veut dire quoi? Ce qui est avant 2 points là, c'est le nom de la colonne. Maintenant, si je vais ajouter la colonne, je vais lui dire maintenant égal. Et je vais utiliser la relation. Donc, on appelle ça related. Voilà, related. Pour dire qu'il faut te baser sur la relation. Et il faut ramener quelle colonne. Donc, il va te montrer ici toutes les tables avec lesquelles j'ai une relation. Donc, je peux prendre ici prix unitaire. Vous savez, mais voilà, prix unitaire. Voilà. Et je vais fermer ma parenthèse. C'est Richard il vient de faire comme ça là. Étant donné qu'il y a une relation entre les deux tables, je peux ramener automatiquement une colonne comme ça avec la fonction related. Et je sélectionne la colonne que je vais renvoyer. Je valide. Donc désormais, vous allez voir ici, les prix unitaires seront là. Donc je ne fais que peut-être enlever, il y a trop de chiffres après la virgule. Attention, voilà. Donc j'ai enlevé les chiffres après la virgule et c'est bon. Ou encore 2 chiffres après la virgule, c'est bon. Voilà. Au lieu de beaucoup de chiffres après la virgule. Donc vous allez me dire, mais c'est le même prix partout. Oui, c'est le même prix partout parce que, vous voyez ici, au niveau des produits, c'est le même produit qui se répète ici. Donc si je filtre et que je mets par exemple sur le produit 2, on a ici 2313. Mais si je mets sur le produit 2, vous allez voir qu'on a 2000 ici, 285. Donc voilà, c'est parce que c'est le même produit ici pour l'instant qu'on a l'impression que c'est le même montant. Mais si je descends plus bas, voilà, je suis 5e produit, vous voyez là, 23,49. Si je vais dans ici, voilà, on a 21, on a 24 et ainsi de suite. Donc voilà un peu pourquoi au début on a que les mêmes prix. Donc c'est pas une erreur. Donc voilà comment on fait Richet IV. Et les colonnes qui sont venues directement des données, vous allez voir que les colonnes là sont en vert. Et les colonnes que nous avons créées, qu'on appelle les colonnes calculées, vous allez voir que les colonnes là sont en noir. Voilà. Ces colonnes là sont en noir. Et les colonnes natives, c'est-à-dire les colonnes qui sont venues avec les données, sont des colonnes qui sont ici mentionnées en vert, 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 vert. Le reste est en noir. Parce que ce sont les colonnes que nous-mêmes nous avons créées. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Mais nous, on ne va pas utiliser cette méthode. OK? Imagine, je fais comme ça. Je vais créer encore une autre colonne ici que je vais appeler par exemple chiffre d'affaires pour multiplier ça par ça. Or, je pouvais rester, c'est-à-dire garder chaque colonne dans sa table et utiliser une fonction beaucoup plus appropriée dans le langage DAS qui va me permettre de non seulement récupérer c'est-à-dire la quantité et aller dans l'autre table récupérer le prix unitaire de vente et me calculer automatiquement ce qu'on appelle le chiffre d'affaires sans utiliser plusieurs colonnes à la fois. Ok, donc si je veux, je peux sélectionner. Bon, je peux sélectionner comme ça et je vais dire supprimer les colonnes. Voilà, donc je supprime. Voilà, bien vrai qu'on a fait Richet pour envoyer la colonne ici, mais on peut éviter de faire beaucoup de calculs comme ça parce qu'après c'est tout ça qui rend le fichier lourd. Donc on va utiliser directement avec le langage DAS. Mais vous allez me dire, mais langage DAS là où on voit. Langage DAS c'est très simple. Imagine que je veux calculer par exemple la quantité achetée. Donc je viens dans la colonne quantité comme ça. Je peux me mettre ici et je vais cliquer par exemple ici sur somme automatique comme s'il était dans Excel.
Il clique sur somme automatique comme ça. Vous voyez là, il a calculé. Vous voyez, il dit que ça fait 46 205. Donc, il a fait la somme de toutes ces quantités-là. Et ça, c'est le langage DAS. Voilà ici ce qui apparaît. Sum of quantity. Et ici, on a la fonction sum, mais cette fois-ci, c'est en anglais. Donc, le langage DAS, c'est les formules et celles qu'on a l'habitude d'utiliser, mais en anglais, pour la plupart. Maintenant, il y a des nouveautés qui vont s'ajouter, bien sûr, comme la fonction calculate et ainsi de suite. OK? Qui n'existent pas forcément dans les fonctions Excel classiques. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, moi, je vais supprimer ça. Tout ça, on va calculer avec le langage DAS directement depuis l'interface. Je vous montre déjà comment vous pouvez faire des choses de manière très basique. Maintenant, je vais fermer ça. OK? Je le laisse fermer. Comme j'ai fait un peu de DAS dedans, donc il est en train de prendre un peu de temps aussi pour enregistrer. Et étant donné que c'est bon, nous ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va aller dans l'onglet Power Pivot. Et quand on est dans l'onglet Power Pivot, vous allez voir ici gérer qui permet d'aller sur l'interface Power Pivot. Et ici, on a créé des mesures. Donc, on a les mesures qui sont là. Si je clique dessus, vous allez voir, il y a nouvelle mesure et à gérer les mesures. Si je clique sur gérer les mesures, on a ici une nouvelle mesure que je peux créer, donc nouveau. Après, s'il y a des mesures qui existent déjà, je peux modifier, je peux supprimer et ainsi de suite. Sans problème. Donc, on va fermer pour l'instant. On vient dans l'onglet Power Pivot et on va venir ici, mesure. Et on va créer, par exemple, une mesure. Donc, je vais cliquer ici, nouvelle mesure. Et nouvelle mesure, imagine maintenant qu'on veut calculer le nombre de clients qui ont fait des achats avec nous. OK? Donc, tout ce que j'ai à faire, je viens ici. OK? Donc, il y a la table dans laquelle vous voulez stocker la mesure. Donc, généralement, soit on crée une nouvelle table qu'on va stocker tout dedans, soit on va mettre dans la table des faits. Et notre table des faits ici, c'est la table vente, c'est la table principale. C'est le cœur de l'activité, c'est où il y a plus de lignes. Donc, je vais stocker dedans. Et je vais donner un nom à la mesure. Donc, je dis, tu t'appelles nombre de clients actifs, par exemple. Nombre de clients actifs. C'est les clients qui font des achats. OK. Et je viens ici, la partie où je dois mettre ma formule. Et ici, on parle en anglais. On parle en langage DAS. DAS, c'est les formules Excel, mais en anglais. Donc, si je veux faire, par exemple, je veux compter le nombre de clients, là-bas, on faisait N. Bon, tu n'as pas fait les formules avec moi. Donc, ça, en Excel classique, on fait NB-val plus la formule unique. Unique pour dire qu'on ne veut pas de doublons. OK? Parce que si le même client a acheté 10 fois et que je le compte 10 fois, c'est un mauvais calcul. Donc, en DAS, en langage DAS, il y a ce qu'on appelle... comment on appelle ça? Il y a ce qu'on appelle... il y a une formule, une fonction plutôt qu'on appelle distinct count. Donc, je vais mettre ici distinct count. Voilà, distinct count, ça permet de générer la liste sans doublon et de compter la liste en question. Voilà, donc ça te fait sortir un nombre, mais sans doublon. Donc, si on vous te demande, par exemple, vous travaillez avec combien d'assurances, c'est comme ça que tu dois calculer. Pour éliminer les doublons. Donc ici, distinct count, ça te permet de calculer le nombre sans doublon. Donc, distinct count, on va calculer quoi? Je vais utiliser ici T-vente. Donc, je lui donne le nom de la table. T-vente. Et je vais le préciser maintenant la colonne. La colonne, je peux chercher ici directement. Client, ID client. Voilà, ID client. C'est ID client qu'on va compter. OK.
et je vais fermer ma parenthèse. La formule est très simple. Distinct count qui dit qu'il faut compter le nombre sans doublon. Ok? Si beau Fabrice se répète par exemple 10 fois, il faut le compter une seule fois. C'est ce qu'on vient de dire. Et je... Ouais. Je vous reçois à 5 sur 5. Je reprends comme il y avait un petit problème de réseau. Donc, ici, dans la première ligne, il faut choisir la table dans laquelle tu veux stocker ta mesure. Et tu dis quoi? Oui, ça enregistre en fait. Et ici, dans la deuxième ligne, ici, c'est le nom de la mesure que nous voulons créer. Et ici, tu peux décrire la fonction. Vous avez dit le premier nom là, c'est lequel? Ça, c'est le fichier le premier fichier. La vente, le fichier de vente. Ici, on dit le nom de la table. Le nom de la table, c'est le nom de la table dans laquelle vous voulez stocker, vous voulez enregistrer la mesure. Okay. Donc, tu peux laisser par défaut, mais généralement, il faut les regrouper dans la table des faits. Donc, dans la table principale qui contient beaucoup de lignes. Sinon, tu crées une table à part pour les mesures où tu mets dedans. Deuxième ligne ici, c'est le nom de la mesure que nous voulons créer. Donc, vous donnez un nom. Et ici, il y a la description de la mesure. Donc, par exemple, qu'est-ce que la mesure fait? Vous pouvez écrire, mais ce n'est pas obligatoire. Mais ça fait partie de la bonne documentation. Et ici, on va mettre maintenant, on va utiliser la mesure qui va nous permettre de calculer. Donc, une fonction DAS. Donc, avec Excel, on utilise généralement la méthode qu'on appelle NBval plus unique. Donc, unique va générer une liste sans doublon et on va compter maintenant avec NBval. Pour faire ça, ici, on parle en anglais. Donc, on va utiliser une fonction qu'on appelle distinct count. Donc, distinct count. C'est-à-dire qu'il faut compter le nombre distinct. OK? Et je vais lui donner maintenant la colonne que je veux calculer. Ici, je suis en train de chercher à calculer le nombre de clients actifs. Donc, c'est le nombre de clients qui achètent des produits avec moi. Donc, je vais calculer l'ID des clients qui se retrouvent dans ma table vente. Et je vais mettre ici T vente. Et je vois ici que les différentes colonnes de la table T vente apparaissent. Je vais sélectionner ici ID client. Je clique deux fois. Je ferme ma parenthèse. Et ma formule est prête. Maintenant, je vais vérifier si ce... Pardon? Ici, l'ID client, on veut faire allusion précisément à quel élément des clients qu'on recherche. Parce que l'autre, c'était les trois catégories qu'on a utilisées. On a parlé de vente, puis et raison. Si l'ID des clients, qu'est-ce qu'on recherche par l'ID? J'ai dit de suite qu'on veut calculer le nombre de clients actifs. Le nombre de clients qui achètent réellement. Sinon, on pourrait calculer directement dans la liste des clients. Mais s'il calcule dans la liste des clients, un client qui n'a jamais acheté des produits avec moi peut être là-bas. Voilà. Donc, je viens ici, dans la liste des clients, surtout dans la table de vente, pour calculer l'ID du client qui se trouve dans la table de vente. Pourquoi? Parce que si il se retrouve là-bas et qu'il n'a jamais acheté avec moi, je ne vais pas le compter ici. L'ID client, dans la table là, on a vu qu'il y avait l'ID client.
Si vous ne vous rappelez pas, même si je viens, je ferme ça, je viens dans Power Pivot, je viens ici dans Gérer. Dans la table Vente, j'ai ici l'ID client et l'ID produit. C'est la clé qui permet d'identifier quel produit ou quel client a acheté les produits. Donc voilà l'ID client ici que je viens compter dans la table des ventes pour savoir combien de clients achètent réellement des produits avec moi. Ok. C'est comme si tu as, c'est comme si tu as, par exemple, les numéros de dossiers que toi tu as dans tes feuilles. Donc si tu veux voir combien de dossiers vous avez traités, c'est l'ID du dossier que tu dois compter. Ok. Ça dit que la présence de dossiers dans d'autres fichiers ou bien dans l'ensemble des fichiers. C'est pas dans l'ensemble de fichiers. Ton dossier là, c'est traité où? Dans une table. Et dans la table en question, le numéro de dossier est là. Parce que les numéros de dossier, on ne les crée pas parce qu'il faut les créer. Ça ne fait même pas partie des référentiels. C'est quand il y a un traitement qu'on met le code du dossier qui a été traité. Oui. Voilà. Donc si on te demande par exemple le nombre de dossiers qui a été traité, même s'il y a des cas de doublons qui existent, c'est-à-dire le même dossier a été payé par exemple 10 fois. La personne a échelonné pour faire son paiement. Si tu dois compter le dossier, tu vas compter en éliminant les dossiers et les doublons. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, je comprends. Je comprends maintenant. Je ne voyais pas en termes de doublon, le même élément, en termes de temps élément, c'était ça. Le nombre de fois que le nombre de fois qu'est répété l'élément en question. C'est pas pour ça qu'on vient sur l'ID. On vient sur l'ID parce que c'est facile de compter au niveau de l'ID. Maintenant, le fait d'éliminer les doublons, ça dépend du contexte. Si on me demande le nombre de clients, moi je suis pour le fait que on élimine les doublons. Parce que le client qui a acheté hier, le même client a acheté aujourd'hui, ça fait toujours le même client. Et chez toi, par exemple, un dossier qui a été payé à moitié hier et qui a été payé aujourd'hui, c'est le même dossier. Donc je ressors, je viens pour calculer ma mesure. Je viens là, nouvelle mesure, et je vais créer ici. Je vais lui dire la table dans laquelle je veux stocker. Donc dans la T-vente, le nom de la mesure. Donc j'ai mis ici nombre de clients actifs par exemple. Et je me mets ici pour mettre la formule. Donc la formule ici, pour calculer le nombre de clients, on a deux tables où on peut trouver le client. On peut trouver le client dans la table vente, on peut trouver le client dans la table client. Mais qu'est-ce qui pourrait nous arranger dans notre contexte ici? Moi, je veux les clients qui sont actifs, pas tous les clients que j'ai dans ma base de données. Donc, c'est les clients qui achètent des produits avec moi que j'appelle les clients actifs. Donc, pour ça, je ne vais pas compter directement dans la table client, mais je vais compter plutôt dans la table des ventes. Le client qui a acheté avec moi, c'est là-bas que je vais compter. Donc, je viens ici. Et pour faire ça, il y a une formule, une fonction plutôt distincte. Distinct, ça veut dire que je veux compter sans doublon. Distinct count, ok. Et je vais maintenant lui dire ici le nom de la colonne. Donc pour le nom de la colonne, je vais lui donner le nom de la table. Et je vais chercher maintenant la colonne que je veux. Donc ID client. Je vais prendre ça et je vais fermer ma parenthèse. Et quand je finis de faire ça, il faut que je vérifie est-ce que la syntaxe est correcte. Je vais cliquer ici sur vérifier. Et automatiquement, il me dit ici aucune erreur. Mais imagine s'il y avait mis des choses comme ça.
Ok, quand je vais cliquer dessus, il m'a dit il y a une erreur et il va me montrer l'erreur en question. Donc, ça me permet de voir en cas d'erreur que voilà, j'ai le message et ça me permet. Donc, quand vous faites votre ici des fonctions ici, quand vous utilisez des fonctions, vérifiez la syntaxe. Si ça sort aucune erreur, c'est que la syntaxe est juste. Ça ne veut pas dire que ton calcul est juste. Ça veut dire simplement que la syntaxe de ta formule est juste. Ok. Donc, à partir de là, il faut formater en même temps nombre de clients. On peut laisser un number. Et number, on va utiliser nombre entier. On va utiliser les séparateurs de milliers au cas où ça dépasse 4 caractères. 3 caractères plutôt. Et je vais cliquer maintenant sur OK. Et là, ma mesure vient d'être créée. Où on peut voir que la mesure a été créée réellement. Si je viens dans le tableau croisé dynamique comme ça, je viens dans analyse des tableaux croisés dynamiques, j'active la liste des champs. Si je descends dans la table vente, je vais voir ici une ligne ici où il y a fx devant. Fx, ça veut dire que c'est une fonction, c'est-à-dire c'est une mesure qui a été calculée. Donc ça, c'est une mesure qui a été calculée. La mesure ici s'appelle nombre de clients actifs. Donc je peux l'utiliser directement par exemple comme ça. Et on voit que à Angers, on a 2 clients. À Angoulême, on a 2 clients. Et à Cachon, on a 3 clients et ainsi de suite. Voilà. Où on a plus de clients ici, c'est Nantes. Où on a 8 clients qui sont actifs. Est-ce que c'est clair? Et ce qui est bien, c'est que vous voyez quand on crée des mesures, le nom de la colonne, vous voyez que c'est différent de manière classique où on met somme de, nombre de. Ici, c'est le nom qu'on lui a donné. Même s'il y a 10 TCD qu'on utilise cette mesure là-dedans, c'est le même nom là qui va répéter partout. Or, dans TCD classique, si tu as 10 TCD, à chaque fois, il faut renommer ta colonne en question. C'est bon, hein? D'accord. Donc, si je prends dessus, je fais un autre TCD en bas ici. Et quand on utilise les données depuis Power Pivot, on ne va pas faire des TCD parce que les données ne sont pas là pour que tu passes dans ta base de données et lancer ton tableau croisé dynamique. Donc, à ce niveau, on se met où on veut faire tableau croisé dynamique et on vient dans insertion. On va venir ici tableau croisé dynamique. Donc, la petite flèche, vous cliquez dessus et vous allez voir à partir de modèle de données. Donc, je clique dessus. Donc, je clique sur OK. Et j'ai la possibilité maintenant de faire mon TCD. Donc, si je prends par exemple par canal, le nombre de clients que j'ai, ou encore par région. Voilà, j'ai fait par région. Région était dans client. Donc, je vais prendre ici la région. Voilà, la région est ici. Je vais déposer ici. Et on va voir le nombre de clients actifs. Donc, voilà la mesure. Je dépose comme ça. Donc, vous voyez là, le nombre de clients par région. Donc, là, il y a ici, deux régions où on a 14. Et la zone où on a moins de clients, la région où on a moins de clients, c'est Auvergne, Rhône et Alpes. Donc, ça nous permet ici, par exemple, de renforcer peut-être la communication dans les régions en question. Et ce que vous allez remarquer, c'est que j'ai fait un nouveau tableau croisé dynamique, mais vous voyez, l'entête est restée intacte. OK? L'entête est également restée intacte. Donc, ça fait que tout ce que tu as l'habitude de faire manuellement, tu peux l'automatiser directement depuis des mesures. Est-ce que ça va? Derrière la création des mesures, connaître les formules adaptées à ta mesure. J'ai pas compris. Je dis derrière la création des mesures, les mesures sont créées à partir des formules. Ouais. Les mesures sont créées à partir des formules. J'ai pas compris. Quand vous créez cette mesure, vous avez mis distinct count.
Oui. Je dis, c'est une formule. Oui, c'est une fonction, on appelle une fonction DAS. On a vu au préalable que dans Power Query utilise le langage qu'on appelle le langage M et Power Pivot utilise le langage qu'on appelle le langage DAS. C'est un peu la formule Excel, mais en anglais. Ou bien à chaque fois, on aura besoin de l'autre. C'est en fonction du contexte. C'est en fonction du contexte, c'est comme utiliser une formule Excel, c'est en fonction du contexte que tu utilises une fonction. Donc il y a les fonctions pour calculer le nombre, il y a les fonctions pour calculer le nombre distinct, c'est-à-dire le nombre sans doublon, il y a les fonctions pour calculer la somme, il y a les fonctions pour calculer par exemple, pour faire des calculs un peu plus poussés. Par exemple, le fait que chaque colonne reste dans sa base de données, dans sa table, et toi tu vas aller chercher pour venir faire ton calcul. Or, dans Excel classique, il faut les regrouper dans une seule table avant de faire ton calcul. Donc, ces genres de calculs compliqués, on utilise généralement la fonction qu'on appelle calculate, qu'on va voir également. Est-ce que c'est clair? Ok, c'est bon. D'accord. Donc là, je vais vous montrer la liste des KPI qu'on va essayer de réaliser. On a ici le chiffre d'affaires total, le coût d'achat, la marge brute, le nombre de clients, le nombre de ventes plutôt, la quantité vendue, le panier moyen, le taux de marge brut. Et après, on a par exemple des graphiques comme ça qu'on peut essayer de réaliser. Ok. Donc là, les formules sont déjà là. Donc pour ça, on va utiliser somme X. Et ici, par exemple, on va faire des divisions simplement. Voilà ce qu'on vient de distinct count qu'on vient de calculer de suite. On a somme également pour calculer la quantité totale. Divide pour faire la division. Ok, chercher à faire des ratios. Et ici, on peut faire aussi de manière simple. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà. Donc c'est ce que nous allons essayer de refaire ici. Donc somme is, c'est la fonction, c'est comme somme prod sur Excel. Ça permet de faire la multiplication d'abord avant de calculer la somme. Donc c'est très bien pour des colonnes qui se retrouvent dans les différentes tables. Ok? Donc nous allons venir ici. On va commencer par les choses très simples, donc les deux que j'ai mis en jaune ici. On va commencer par ça. Et après, on va monter maintenant vers les choses un peu plus complexes. Pour faire ça, je viens ici. On a déjà calculé le nombre de clients, même si ce n'était pas marqué ici. Mais ce n'est pas grave. On vient ici dans l'onglet Power Pivot, mesure. Je peux venir ici gérer les mesures. Et voilà le nombre de clients actifs qu'on a calculé de suite qui est là. Sans problème. Donc je vais ajouter une deuxième mesure. Et cette fois-ci, je garde ma table vente ici comme la table dans laquelle je vais stocker ma mesure. Et le nom de la mesure, ici, on va dire nombre de ventes par exemple. Nombre de ventes. OK. Et je vais venir ici mettre ma formule. Je vais lui dire ici, c'est égal à distinct count. Voilà. C'est-à-dire les numéros de vente, je vais les compter. Donc je viens encore toujours dans tes ventes. Et on a vente, machin. On a quoi encore? Date de commande, date de livraison, ID client, et ainsi de suite. La quantité, voilà, numéro de commande. Donc, je compte le numéro de commande. C'est ça qui est mon nombre de vente. Ou encore, on peut, parce que dans certains cas, la commande peut être annulée. Donc, au lieu de nombre de ventes, j'ai dit ici nombre de commandes. C'est mieux comme ça. Nombre de commandes. OK. Et ici, on a mis distinct compte numéro de commande. Donc, je vais vérifier. Quand je fais ça, il me dit aucune erreur. Donc, c'est bon. Et je viendrai ici, c'est en nombre. Et je vais prendre ici nombre entier. Je vais utiliser les séparateurs de milliers. Le formatage ici, c'est en fonction de ce que vous manipulez.
si vous manipulez l'argent, vous devez formater en currency. OK? Voilà, vous devez formater en monétaire. Voilà. Donc, ça dépend de ce que vous manipulez. Je vais cliquer sur OK pour dire que je crée la mesure. Donc, vous voyez là, j'ai deuxième mesure qui vient de stocker ici. Nombre de commandes. J'ai fait troisième mesure. Donc, cette fois-ci, on va calculer la quantité vendue. Donc, je vais venir ici. Toujours dans la table vente. Donc, je vais calculer ici quantité. Quantité vendue. Et je me mets ici. Je vais la quantité vendue. Donc, il n'y a pas S à la fin. Voilà. Et je vais mettre ici. Ici, c'est la fonction somme directement puisqu'il y a une colonne quantité qui existe. Donc, j'ai calculé la somme de cette colonne-là. Ici, c'est très bon quand tu comprends déjà bien Excel avec les formules de base. Voilà. Donc, je vais utiliser ici somme et je vais calculer quoi? Quantité. Donc, je peux taper directement quantité. Il va me montrer où se trouvent les quantités. Donc, c'est toujours mieux de préciser la colonne et en même temps la table. Donc, je vais prendre ici T vente quantité. Voilà. Et je vais fermer ma parenthèse. Quand je ferme, je vais vérifier ma formule. Toujours faire ça pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et comme c'est la quantité, il met dans nombre entier. Et je dis ici, il n'y a pas de demi, donc nombre entier. Et je vais utiliser séparateur de milliers pour que ça soit déjà bien formaté à chaque fois quand je vais utiliser dans le tableau croisé dynamique. Et je vais cliquer sur OK. Quand je fais ça, ça me fait déjà 3 KPI que j'ai calculés. Je regarde encore et cette fois-ci, on me dit de calculer, par exemple, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, le coût d'achat. OK, coût d'achat, c'est le coût total d'achat. Et je veux calculer également la marge brute. La marge brute, c'est le chiffre d'affaires moins le coût d'achat. Donc, je vais venir ici, on va calculer d'abord le chiffre d'affaires. Donc, c'est là que la formule peut sembler un peu compliquée. Donc, je fais ici, nouveau. Et je vais ici sélectionner. OK, je vais sélectionner, je vais lui dire ici que c'est le nombre, surtout le chiffre d'affaires. Donc, on peut mettre ici chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Je viens ici, le chiffre d'affaires ici, suivez bien la formule. Je vais faire somme de produits. C'est-à-dire il y a des colonnes là. C'est-à-dire les colonnes que je vais manipuler ne sont pas dans la même colonne, dans la même table. On a le produit, c'est-à-dire la quantité qui est dans la table vente. Et on a le prix unitaire qui se trouve dans la table produit. Donc, je vais faire la somme des produits. C'est-à-dire la somme de la multiplication entre les deux colonnes. Donc, pour faire ça, on utilise la fonction qu'on appelle somme x. Somme x, c'est-à-dire somme en fonction d'un contexte. Somme x. Et il me demande d'abord, somme x a 2 paramètres. Il y a le tableau et il y a l'expression. Le tableau, c'est quoi? Entre les deux tableaux, quelle est la table principale? La table principale, c'est vente. Donc, je vais mettre ici T underscore vente. OK? Donc, on a T vente. J'ai fait point virgule. Vous voyez, le même point virgule de... Mais la même formule que je suis en train de lire, les mêmes fonctions que j'utilise ici, là, c'est les mêmes formules là qu'on utilise sur Power BI. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, si vous comprenez bien, quand vous allez arriver sur Power BI, vous allez encore mieux comprendre. Ça sera beaucoup plus fluide pour vous. Donc, les mêmes formules que je tape là, c'est les mêmes formules qu'on tape sur Power BI. C'est le même langage DAS. Donc, on a mis somme X, on a tapé T underscore vente pour dire la table vente, point virgule, et le calcul que je veux faire maintenant. Je vais prendre ici la quantité. Donc, T underscore la table quantité qui se trouve dans la table vente, multiplié par quoi? Par la relation qui existe entre les deux tables. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle la fonction related. OK? Et je vais taguer maintenant la colonne que je vais aller chercher. Donc, la colonne, c'est prix unitaire.
Voilà, qui se trouve dans la table produit. Donc, je viens de dire ici, je vais faire la capture d'écran et montrer ce que je viens de faire. J'ai dit ici somme x. Somme x, c'est le nom de la fonction. Et je lui ai dit ici la table de base. La table de base ici, c'est table vente. Et table vente, qu'est-ce que je veux faire? Je veux multiplier deux colonnes. Donc je vais lui dire ici, la colonne quantité que je vais multiplier par la relation qui existe entre les deux tables. OK? Et je vais taguer maintenant la colonne que je vais prendre pour faire la multiplication. Donc ici, on a la quantité qui est multipliée par le prix unitaire qui se retrouve dans une autre table, dans un autre tableau, via la relation qui existe entre les deux. C'est pour ça qu'on a fait la modélisation avant de venir faire des calculs avec DAS. Ok, ce n'est pas des choses compliquées, mais seulement qu'il faut pratiquer. Voilà. Ici, quand on multiplie avec la relation ici, c'est en fonction du contexte, ça peut être quoi? Ici, il y a pour relation, c'est l'élément qu'ils ont en commun. Non, la relation, l'élément qu'ils ont en commun là, ça on a déjà fait dans la modélisation. C'est pour ça qu'on a créé des liens entre les différentes tables. C'est là-bas qu'il faut parler de la relation qui existe entre les différents clients. Maintenant, quand on a créé cette relation, on va venir ici utiliser la relation qui existe entre les deux. Voilà. Donc, c'est parti où on a tiré pour glisser, déposer dans la modélisation. C'est là-bas qu'il faut bien voir qu'est-ce qui existe entre les différentes tables. Et quand tu crées la relation, tu vas venir ici maintenant dans le langage DAS pour utiliser la relation en question et faire ton calcul sans problème. Okay. C'est clair? C'est clair. Comment ça paraît un peu long et puis encore plus. Oui, ça peut paraître un peu lourd parce que c'est nouveau. Mais c'est pas compliqué. Voilà. Les fonctions là. Le même classeur qui est là. Après même, je vais faire un document pour expliquer les différentes fonctions qu'on a utilisées. Et chaque fonction, qu'est-ce que ça fait et ainsi de suite. Comme ça, vous avez un document qui va vous permettre, par exemple, de comprendre de manière très basique les fonctions DAS. Les fonctions sont nombreuses. C'est comme pour les formules Excel. On ne va pas tout voir. On va voir juste en fonction du contexte ici et ainsi de suite. Mais j'ai fait un document avec un peu plus de fonctions pour vous aider voilà, à performer, à aller au fond. Si vous voulez utiliser de manière très, très basique, vous faites toutes vos recherches V avec comment on appelle ça, avec Power Query, et vous chargez votre table où vous avez l'habitude de faire votre TCD comme ce que vous avez l'habitude de faire, tranquillement. C'est pour ça qu'on a duré sur Power Query parce que je pense que c'est le cœur même là-bas. Ici, ça peut... Voilà, vous pouvez ne pas utiliser chaque jour. Mais Power Query, vous allez utiliser vraiment sans modération. Voilà. Donc, je vais vérifier ma formule. Il me dit ici, il n'y a pas d'erreur. Donc, étant donné qu'on parle de chiffre d'affaires ici, donc, je vais faire en currency et je vais également mettre en franc CFA ou à la monnaie appropriée. Mais elle est ici en franc CFA et je vais cliquer sur OK. Donc, on vient de créer ici le chiffre d'affaires. Donc, si je fais ça par exemple, je peux venir directement dans mon tableau croisé dynamique ici. Et si je suis dans un tableau croisé dynamique, je peux venir dans la table vente ici et à la fin, toutes les mesures que j'ai créées, je vais les voir ici. Donc, ce n'est pas des choses que j'ai recalculées encore. Voilà. Donc, si on me demande par exemple de faire un tableau croisé dynamique qui représente le nombre de clients, le nombre de commandes,
Donc, je vais prendre commande, je vais déposer là, simplement. Et vous voyez, c'est déjà formaté bien comme ça. Voilà l'avantage. Même si tu as une seule table, c'est souvent mieux de passer aussi par Power Query, Power Pivot, parce que tes indicateurs que tu vas calculer là, vous voyez ici, le nom est déjà bien fait. C'est bien formaté. Quand je vais prendre par exemple quantité vendue, je dépose là. Vous voyez quantité vendue, c'est bien formaté. Ok? Et si je prends par exemple chiffre d'affaires et dépose, vous voyez, il y a franc CFA même déjà derrière. C'est bien formaté, c'est bien, les colonnes qui sont là sont bien écrites. Est-ce que quand je fais même 10 tableaux croisés dynamiques, je n'ai pas besoin à chaque fois de retaper les mêmes entêtes qui sont là. C'est fait automatiquement depuis ma création de ma mesure. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, je viens encore, on va créer quelques mesures rapidement. Et l'objectif, c'est que ce qu'on a vu la dernière fois sur les Power Query, vous devez reprendre le même travail. Chargez vos données dans Power Pivot. Et vous allez faire la modélisation. Et quand vous faites la modélisation, vous allez maintenant créer des mesures. Donc, la prochaine fois, il faudrait que tout ça soit prêt. Ok, donc on a fait là, ça et ça. On a fait. Donc je viendrai ici et je vais maintenant calculer le coût d'achat. Étant donné qu'il y a une colonne qui est prix coût d'achat, donc je vais utiliser ça. Donc je viens dans Power Pivot, nouvelle mesure, gérer les mesures. Je vais créer une nouvelle mesure. Donc ça, je vais lui dire ici que coût d'achat. Ok, attention, ils sont en train d'écrire. Ok, coût d'achat. Et coût d'achat ici, c'est somme X. Pourquoi on utilise somme X? Parce que les éléments qu'on veut calculer ne sont pas dans la même table, ne sont pas dans le même tableau. Il y a la quantité ici et après unité dans un autre tableau. Donc pour ça, je vais utiliser somme X. Je vais mettre la table principale. Donc tableau, c'est la table principale. Point virgule. Et on me demande maintenant de... Comment on appelle ça? On me demande maintenant quelle est l'expression. Donc l'expression, c'est le calcul qu'il veut faire. Donc ici, on va prendre quantité qui se trouve dans la table vente, qu'on va multiplier via la relation qui existe entre les deux, rated. OK. Et cette fois-ci, je vais sélectionner directement coût unitaire. Où est coût unitaire? Voilà, coût unitaire dans la table produit. OK. Et je fais ma parenthèse et je vérifie ma formule. C'est bon. Je vais sélectionner currency parce que là, on est dans affaire d'argent. Et je vais cliquer sur OK. Donc, on voit aussi coût d'achat qui vient de s'installer. Donc, on va calculer maintenant la marge. La marge, c'est très simple. C'est le coût d'achat moins le chiffre d'affaires moins le coût d'achat. Donc, je viens encore dans mesure ici. Nouveau. Je vais dire ici la marge brute. Marge brute. OK. Et je vais mettre ici, c'est égal. Étant donné qu'on a déjà créé les deux premières mesures. Donc, chiffre d'affaires. OK. Ça vient là. Moins coût d'achat. Coût j'ai mis avec accent. U avec accent. Est-ce que j'ai enregistré coût d'achat? Coût d'achat, il me passe. Est-ce que c'est ce que j'ai écrit au début? Coût d'achat. Attends, j'ai vérifié dans ma mesure. Coût d'achat.
Ouais, mais ça est là, mais pourquoi il fait la tête? Attends, il a copié le nom de la fonction. Ok. Nouveau. Ici, coût d'achat. Marge brute plutôt. Marge brute. Et je viens ici. La formule, c'est chiffre d'affaires moins. Il a un problème avec coût d'achat. Le coût d'achat. Ok, je vais faire mon crochet. Je sais pas pourquoi. Voilà. Coût d'achat ici. Je vais faire mon crochet. Je le vois maintenant. Et coût d'achat, donc le chiffre d'affaires moins coût d'achat égale à la marge. Donc ça reste toujours en currency, puisqu'on parle toujours d'argent. Et je vais valider. Donc si je ferme ça, voilà. Je viens dans mon tableau croisé dynamique ici. Je peux mettre ici coût d'achat et la marge brute. Donc j'ai ici coût d'achat. J'ai la marge qui s'associe. Et tout est déjà bien formaté. Voilà. Donc j'ai ici le chiffre d'affaires que j'ai généré, le prix auquel j'ai payé les marchandises et voilà la marge que j'ai générée. Donc ici, on voit qu'au niveau de voilà, des différentes régions, voilà l'état des choses au niveau des différentes régions que je possède. Donc je peux mettre directement ici, région. Voilà. Ma région même avec X. Voilà, comme ça. Et voilà mon reporting qui est là, qui est automatisé. Dès qu'on me demande chiffre, je peux récupérer. Et ce qu'on vient de faire là, l'avantage c'est quoi? C'est que, attendez que je copie quand même les chiffres qui sont là, que je les mette quelque part en bas ici. Ok? Comme des témoins. Donc si demain, on me dit que il y a un nouveau fichier qui est arrivé. Donc si je viens dans l'historique, si on me dit il y a un nouveau fichier qui vient d'arriver, donc Sylvain Kwame, ok, il y a un nouveau fichier qui vient d'arriver, donc je vais prendre ici, on a pour l'instant deux fichiers ici, 2017-2018, donc si je viens ici et que je prends 2019, je copie, je vais dans mon dossier ici, je colle, voilà, je me rassure que ça soit bien synchronisé, puisque je suis dans Drive, voilà, c'est bien synchronisé, je sors de mon dossier, ok, je viens ici, vous voyez pour le moment, on a, les chiffres ont déjà changé, automatiquement, vous voyez, attends, j'ai pas bien fait, 50 là vient ici, ça vient ici, ok c'est bon, donc c'est moi, en copiant, j'ai déplacé les colonnes, donc le chiffre n'a pas encore changé, voilà, parce que j'ai pas encore cliqué sur actualiser, voilà, donc je vais essayer d'ajouter les séparateurs comme ça, voilà, pour que ça soit assez lisible. Donc, c'est les mêmes chiffres là qui sont là. Donc, ce qui me reste à faire, c'est d'actualiser. On voit ici que la ligne, ça fait 5451 lignes. OK? 5451 lignes. Donc, je vais actualiser. Je viens dans l'onglet données. Je vais actualiser tout. Et j'attends. Chaque requête, il va actualiser logiquement. Voilà, il est en train d'actualiser. Donc, il va dans les différentes sources et il va venir ici mettre les requêtes à jour. Donc, 5400 et quelques de suite, on est passé maintenant à 7400 et quelques. Donc, ce qui veut dire que ça a directement changé les chiffres qui sont ici. Donc, on était à 5000, c'est passé maintenant à 7000. On était à 46 000, c'est passé à 67 000, et ainsi de suite. Donc, mes chiffres sont à jour ici. Quand il y a un nouveau fichier, je vais mettre dans mes différents fichiers, dossiers. Et bingo, je clique sur actualiser et bingo, tout est fait à ma place. Voilà comment on peut gagner du temps avec tous ces éléments que je viens de vous montrer. Et passer par Power Query pour tomber dans Power Pivot et on va calculer nos différentes mesures et on va venir faire notre reporting. Donc à la prochaine séance, ce qui va se passer, moi je vous encourage à reprendre tout le travail, à arriver jusqu'à la création des mesures. Et quand on va venir la prochaine fois, c'est pouvoir calculer maintenant, ça c'est
les trucs qu'on connaît déjà. On va créer quelques mesures là, les deux petites mesures. On va les créer. Et une fois on finit de les créer, on va créer un tableau de bord rapidement avec les éléments qu'on a déjà. C'est bon? Ok. Donc, oui, pour ça,